Bonjour tout le monde, bienvenue à cette web émission Dialogue Fidélité en direct de notre studio à Toronto. Je m'appelle Charles-Étienne Lacroix, je suis votre animateur pour aujourd'hui et je suis en compagnie de Gilbert Haddad, chef des placements au sein de l'équipe de la recherche et des stratégies avancées de Fidelity à Boston. Monsieur Haddad, bonjour. Bonjour. Enchanté. Oui. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans notre studio à Toronto. On était très heureux quand on a entendu dire qu'on pourrait vous parler en personne. Vous êtes à Toronto aujourd'hui, mais vous allez à Montréal aussi demain, si j'ai bien compris. Qu'est-ce qui vous amène à Montréal? Oui, donc ça me fait plaisir d'être ici et puis aller à Montréal. On sponsorise un centre de recherche à McGill University et ils font un hackathon. Et ils amènent des étudiants du Canada et ils organisent ce hackathon pour une dizaine des équipes. Ils leur donnent 24 heures pour résoudre un problème de finance et construire une stratégie. Et on va juger à la fin et le gagnant va prendre un prix de 15 000 $. Ah, quand même. Et donc, pour nous, c'est très intéressant pour être engagé avec les universités et pour avoir accès au talent des universités là-bas. C'est ça, donc tout le monde gagne. Pour vous, c'est du recrutement, puis pour eux, c'est une occasion de justement de se faire connaître et de gagner un assez bon prix finalement. Exactement. OK. Je suis vraiment intrigué de vous parler aujourd'hui, en fait, parce que j'ai l'impression que vous êtes à la confluence de nombreux sujets assez fascinants, qu'il s'agisse de l'actualité, le comportement des investisseurs, les mégadonnées et bien sûr, on ne peut pas s'en sortir, l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine. C'est un peu votre spécialité, donc j'ai beaucoup de questions à vous poser aujourd'hui. Mais pourriez-vous peut-être nous résumer votre parcours rapidement? Vous êtes ingénieur de formation, je pense. Donc, comment est-ce que vous en êtes venu à diriger cette équipe de recherche quantitative chez Fidelity? Bien sûr, j'ai commencé ma carrière avec une boîte d'énergie et pour construire des modèles pour faire de la prédiction pour la vie des outils, pour tout ce qui était frac pumps et drilling strings. Et on utilisait les modèles de machine learning pour faire la prédiction de remaining useful life. Et puis, j'ai bougé en finance pour faire presque la même chose, mais sur les stocks. Et donc quand les données alternatives ont commencé en finance, vers 2014 et 2015, j'ai fait la connaissance d'un fonds à New York et j'ai bougé en finance. Et j'ai très bien aimé, ça fait une dizaine d'années que je fais ça. Et aujourd'hui, l'équipe a 3 composants. La première, c'est la recherche quantitative qui font des produits et des stratégies. La deuxième, c'est l'équipe de data science et des données alternatives. Ils amènent à des données différenciées qui sont alternatives et on crée des signaux pour donner aux PM et aux analystes. Et la troisième, c'est l'équipe Gen AI ou intelligence artificielle. On utilise tout ce qui est modèle de langage pour faire des signaux et extraire des signaux des notes de Fidelity. Okay. Ça m'intéresse, on va y revenir parce que moi-même, je travaille un peu dans le domaine du langage. En fait, je suis traducteur de formation, donc on va en reparler. Je suis très curieux par rapport à ça, le langage naturel et l'analyse de ce genre de données-là. Si j'ai bien compris, votre équipe a connu une croissance fulgurante. C'était une équipe qui n'existait pas il y a 5 ou 6 ans. Puis maintenant, je pense que vous avez plusieurs centaines de personnes au sein de cette équipe-là. Pouvez-vous peut-être nous décrire la structure de l'équipe? Qui fait quoi dans cette équipe-là et quel est le travail de cette équipe finalement? Bien sûr. Donc, la Quant existait à Fidelity pour quelques dizaines d'années, mais c'était du support pour les PM et les analystes. On les appelait Embedded Quants. Et donc, ça fait 5 ans que Fidelity a embauché le chef de l'équipe Quant qui est Neil Constable. Et il vient de GMO, un fonds quant de Boston. Il était le chef d'equities là-bas. Et puis, il a lancé l'équipe. Ça fait 5 ans maintenant. On est passé de 60 personnes à 220 ou 225 chercheurs de quant. Et on a 250 ingénieurs ou quant developers. Donc, on est presque 500 personnes aujourd'hui. Les fonds qu'on a, c'est 390 milliards de dollars. Et donc, c'est un vrai business. Dans 5 ans, c'est un vrai business. Et du coup, la structure, c'est organisé, on a plusieurs équipes. Et le mandat, c'est de créer des signaux et pour donner aux PM analystes fondamentaux
du côté equities, fixed income et high income, et gérer nos propres stratégies. Donc, on a le dual mandate à QRI. QRI, c'est Quant Research and Investing. Dans l'équipe QRI, on a plusieurs équipes. Mon équipe s'appelle Advanced Strategies and Research, qui fait les trois choses qu'on a décrites. On a une équipe qui fait des index, tout ce qui est single factor. On a une équipe qui fait multi-factor, donc des stratégies multifactorielles. Et on a des équipes qui font la même chose du côté fixed income. On a une équipe de ESG pour faire la recherche systématique sur ESG. Et on a quelques équipes de plateformes qui construisent les plateformes de Quant Research Platform et pour les données et les modèles. OK. Intéressant. Donc, finalement, vous avez autant de gens qui font la recherche en tant que telle sur les actions, sur les titres à revenu fixe, comme vous disiez. Et pour un analyste, il y a presque un technologue en arrière, finalement, qui s'occupe des bases de données, les modèles et tout ça, finalement. Exactement. Okay. Et aujourd'hui, on est là. La structure, c'est trop commun pour les fonds quant, mais dans 5 ans, on a construit un business qui peut faire la compétition avec tous les fonds quant en dehors, en externe. Ça, c'est interne à Fidelity, c'est de l'information privée, si on veut. C'est pas de l'information qui est partagée, c'est vos propres, pas vos analyses, mais c'est l'information qui provient de tous les analystes de Fidelity, puis c'est comme conservé à l'interne, et puis vous travaillez avec ces données-là beaucoup, je suppose. Oui, pour nous, c'est quelque chose qui est très, très différencié. On passe pas mal de temps pour extraire les signaux des analystes. Et quand on parle les données des analystes, c'est différencié pour Fidelity, parce que Fidelity a passé pour une vingtaine d'années à prendre toutes les données des analystes, tout ce qui est price target du stock, le rating. So, on a du rating qui est du strong buy or strong sell. On a les portefeuilles papier qui est pour les analystes, les notes des analystes qui ont la thèse pour les 5 ans qui viennent, les risques, tout ce qui change du coup de la thèse, leur modèle, des compagnies qui sont sur Excel. On a tout ça dans des bases de données pour plus que 20 ans. Et on peut créer tous ces signaux et pour les mettre dans une stratégie qui est vraiment différenciée parce que c'est fondamental en nature. Tous les inputs sont fondamentaux, mais la construction, c'est systématique. Et donc, c'est le mariage entre systématique et fondamental qui est très intéressant et différencié pour Fidelity. C'est intéressant. Ça, justement, ça m'amène à ma prochaine question. C'est peut-être une question un peu simple, mais quand même, c'est important, je pense, de faire la différence. Vous parlez d'analyse fondamentale, vous parlez d'analyse quantitative. Est-ce que, premièrement, c'est quoi la différence entre l'analyse fondamentale et quantitative? Et est-ce que ces deux types d'analyse sont en opposition ou c'est des choses qui travaillent ensemble, finalement? Très bonne question. L'analyse fondamentale passe tout leur temps à étudier la compagnie. Donc, ils ont un modèle, on l'appelle coverage model. Ils ont 10 ou 15 ou 20 stocks dans leur coverage ou le portefeuille. Ils doivent passer tout leur temps à parler au CEO et CFO, à faire de l'analyse, à prendre les données. Et pour faire une call sur la compagnie, c'est un buy ou un sell ou avec une certaine conviction. Du côté de l'analyse quantitative, fait quelque chose qui est trop différent. L'analyse quantitative prend toutes les données qu'ils peuvent faire et ils construisent des modèles cross-sectionnels. Donc, ils prennent un index et sur l'index, ils prennent des données alternatives ou même des facteurs. Ils construisent des modèles qui sont applicables sur tout l'index, sur la cross-section. Et donc, ils créent leur stratégie avec ces index, des indices comme ça. Mais est-ce qu'ils travaillent ensemble? Je pense que oui. Même si normalement à Fidelity, les analystes fondamentaux ne travaillaient pas avec les analystes quantitatives, mais aujourd'hui, on voit qu'on travaille tous ensemble parce qu'on utilise les données des analystes fondamentaux dans des stratégies quantitatives
et on donne le feedback à l'équipe Equities. OK. Donc, c'est ça. Donc, finalement, les analystes fondamentaux sont sur le terrain. Tous les jours, ils parlent aux compagnies, comme vous dites. Ils évaluent les sociétés, finalement. Puis, l'équipe quantitative est plus, je dirais pas à un niveau supérieur nécessairement, mais font plus une analyse de toutes ces données-là, finalement. Exactement. Okay. Donc, c'est des choses qui sont complémentaires. Exactement. OK. Justement, pour y aller un peu plus, pour parler des différents types d'analyse, justement, est-ce que vous faites de l'analyse technique aussi? Est-ce que ça fait partie de l'analyse quantitative ou c'est différent, l'analyse technique plus les graphiques, les mouvements et tout ça? Est-ce que vous travaillez là-dedans ou pas du tout? Pas pour nous, mais pour Fidelity, ça fait quelque chose que Fidelity a fait pour très, très longtemps. À Boston, à 245 Summer Street, il y a, on l'appelle Chart Room. Tu vois, toutes les analyses techniques. Du côté quantitatif, on ne fait pas ça. Pour nous, dans notre équipe, ce qu'on fait, c'est prendre les données qui sont fondamentaux et puis construire des signaux qui sont cross-sectionnels. Donc, tout ce qu'on fait, il y a un lien avec les fondamentaux de la compagnie ou de l'entreprise. C'est pas nécessairement du prix. Vous n'essayez pas nécessairement de prédire le futur ou les mouvements à court terme, c'est plus les stratégies de façon plus globale. Exactement, mais il y a pas mal d'équipes à Fidelity qui font de l'analyse technique et qui publient tous leurs résultats à tout le monde dans la compagnie. Okay. Puis justement, vous-même, c'est ça, votre équipe, vous ne gérez pas de portefeuille, il n'y a pas de gestionnaire de portefeuille, je pense, dans cette équipe-là. Mais à quel point est-ce que vous collaborez avec les gestionnaires de portefeuille de Fidelity? Est-ce que vous leur donnez des recommandations de titres ou c'est plus des recommandations de stratégie, quand acheter, quand vendre? Est-ce que c'est plus ça que vous faites avec les gestionnaires de portefeuille? C'est une collaboration qui est très importante pour nous. Ça se passe très, très bien avec les gestionnaires d'equities. Et donc, ce qu'on fait ensemble, c'est, on appelle la feedback loop. On crée ces signaux et on fait l'analyse de toutes les données du côté sur l'univers des données. Et puis, on leur donne des recommandations de stock. Okay. On les donne des recommandations de données alternatives et on leur montre notre portefeuille et c'est quoi les top buys, les top sells, les top overweight, les top underweight. Donc, c'est une vraie collaboration avec les gestionnaires de l'equities. D'accord. Donc, c'est ça. Vous donnez donc des suggestions aux gestionnaires de portefeuille directement. Est-ce que vous les aidez aussi avec le timing, si on peut dire? Est-ce que vous essayez de leur dire à tel prix vous devriez vendre ou vous faites pas beaucoup de ça, je suppose? C'est plus... Et c'est une excellente question. Pas directement. On fait ça en analysant le process. On travaille avec des managers du côté equities et on leur demande c'est quoi votre process et on fait l'analyse de leur process et on voit quelque temps que du côté process, ils achètent un peu tard ou un peu ou trop tard. On donne le feedback de ce côté. Mais on ne leur donne pas du feedback quand ils doivent acheter un stock ou une bond. C'est du côté analyse du process. Je comprends. Donc, c'est ça. Vous ne leur dites pas quoi faire, mais vous leur dites peut-être, vous les aidez à optimiser, en fait. C'est un peu ça qu'on pourrait dire. Okay. Si je comprends, c'est un peu dans la génération d'alpha et tout ça, votre travail. Finalement, s'il y a un peu d'argent à aller chercher en optimisant les processus, vous pouvez intervenir là-dedans puis les aider à améliorer leur façon de faire, si on peut dire. Exactement, exactement. Et juste par curiosité, peut-être, vous n'aurez probablement pas un pourcentage, mais quelle proportion environ des gestionnaires de portefeuille font appel à vous? Est-ce que c'est tout le monde? Est-ce que vous avez juste un petit groupe de gestionnaires qui sont vraiment des adeptes de votre méthode, puis c'est surtout ceux-là que vous aidez? Comment ça fonctionne avec les gestionnaires de portefeuille? C'est une excellente question. Normalement, il y a une distribution qui est presque normale, distribution normale. Donc, on a
d'un côté, il y a des gestionnaires qui nous parlent tout le temps, ils veulent des données, ils veulent des signaux. Et il y a de l'autre côté, il y a des gestionnaires qui ne veulent pas. Et on a la moitié qui est la majorité. Euh, ils ont la stratégie wait and see. Donc, ils attendent pour voir c'est quoi les données qu'on donne aux autres gestionnaires et ils commencent à engager avec nous pour travailler ensemble. Mais on a vu pas mal de growth pendant les 5 ans qui sont passés. Chaque année, on a un objectif pour nous-mêmes pour augmenter le numéro de gestionnaires par 20% avec qui on travaille. Les gestionnaires et les analystes aussi. Donc, c'est ça. Vous allez peut-être finir par tous les avoir finalement, à force de bons résultats finalement. En tout cas, si la croissance de l'équipe indique quelque chose, c'est que ça va dans la bonne direction, je pense. C'est ce que j'espère bien que c'est le résultat. OK. Donc, peut-être que justement, je disais que c'était un des sujets qui m'intéressait le plus, c'est le langage naturel. Je voulais vous parler un peu de ça. Si je comprends bien, vous travaillez beaucoup avec le langage naturel, l'analyse de texte. Vous accumulez beaucoup d'informations sous forme de mots, je pense. Où est-ce que vous allez chercher tout ce texte, toute cette information-là? Puis, comment est-ce que vous faites pour faire le ménage dans tout ça, pour ne pas vous noyer dans toute cette information? Oui, bien sûr. Donc, les analystes de fidélité, part de leur process, c'est d'écrire des notes sur les entreprises et les compagnies. Et donc, ils ont fait ça pour plus que 20 ans ou 30 ans, qu'on a toutes les données dans une base de données. Donc, toutes les notes qui sont écrites par les analystes, on les a dans des bases de données. Et on a maintenant les language models, les LLM et du côté de GenAI. On peut l'utiliser pour analyser toutes ces notes. Donc, la chose la plus facile, c'est d'extraire le sentiment. C'est quoi le sentiment sur ces notes, ou les notes industrielles, ou les notes de technologie, ou les notes des banques. Donc, ça, c'est la chose la plus facile. On l'a fait du côté sur la cross-section de tout l'index. Mais on fait des choses qui sont beaucoup plus avancées que ça. C'est pour voir où est-ce qu'on est différencié du sell-side. Donc, on prend la note de l'analyste de Fidelity, on prend les notes pour la même compagnie de tous les analystes de sell-side, et pour voir c'est quoi la différence. Est-ce qu'il y a une différence où notre analyste, il y a des choses qu'on est différenciées du côté langage, pas seulement du côté du nombre de earnings estimate et tout ça. Et pour ça, c'est pour nous, c'est une addiction qu'on est différenciée. Et c'est une idée avec une conviction. On peut prendre ça et faire un bet dans le portefeuille. Donc, c'est quelque chose qu'on fait pas mal de signaux à faire la delta avec la sell side. On a des signaux avec ces modèles pour prendre le sentiment pour le court terme prochain et la long term, la thesis. Donc, ça, c'est vraiment important si la compagnie a du headwind du côté FX ou quelque chose qui vient dans le quarter prochain, mais la thèse pour le long terme est intacte. C'est une compagnie qui est un long-term winner. Donc, faire le sentiment du court terme et du long terme, c'est très, très important. Avec ces modèles, c'est trop facile de faire ça. Donc, ça, vous regardez les opinions des analystes de fidélité, mais vous comparez avec des opinions plus pessimistes pour voir un peu s'il y a des différences, s'il y a des avantages peut-être à aller chercher là-dedans à court terme versus le long terme, que fidélité, justement, les gestionnaires pensent beaucoup plus à long terme. Exactement. Donc, vous essayez d'aller chercher un peu d'alpha, si je peux dire, là-dedans aussi. Exactement. Okay. C'est intéressant. Et puis, je suppose que vous regardez beaucoup en arrière. Vous disiez que vous avez 20 ans et plus de notes d'analyste. Donc, est-ce que vous regardez en arrière aussi pour voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qui avait raison, qui avait tort? Est-ce que vous essayez toujours de regarder par en arrière pour finalement optimiser le processus aussi? Exactement. Quand on crée ou génère ces signaux, on doit avoir la confiance qu'il y a de l'alpha là-dedans. Ouais. Et donc, quand on regarde un set de données, par exemple les price targets qui sont générés par les analystes pour 20 ans, pour voir est-ce qu'il y a de l'alpha là-dedans. Et quand on a confiance qu'il y a de l'alpha là-dedans sur une vingtaine d'années,
on peut mettre ça dans le portefeuille. On a confiance que ça va générer de l'alpha dans le portefeuille pour le client. Est-ce que vous regardez plus les données dans leur ensemble ou vous regardez vraiment tel analyste a eu raison ou tort? Je suppose que ce n'est pas aussi précis que ça. On fait tout sur la cross-section, donc on ne regarde pas chaque analyste par analyste, on prend toutes les données ensemble. Ça, vous avez tellement de données que finalement, vous avez comme plus une vue d'ensemble, c'est ça, finalement? Exactement. OK, je comprends. Dans votre travail, quelle importance est-ce que vous accordez à la macroéconomie, aux actualités, au contexte mondial? Est-ce que vous êtes là-dedans ou est-ce que le contexte macroéconomique n'affecte pas beaucoup votre travail? Ça nous affecte indirectement. Quand on est là dans le marché, ça affecte tout le monde. Mais on ne fait pas nécessairement la prédiction de tout ce qui est macro. Pour nous, les données alternatives, ça fait exactement l'opposé. Parce que les données alternatives, par exemple, ça vous donne des indices sur les compagnies et leurs fondamentaux. Tout ce qui est top-line revenue ou same-store sales, qui ne sont pas impactés directement par la macroéconomie. Donc, on fait la prédiction des KPIs. Et donc, s'il y a des tarifs maintenant, ça va impacter les revenus de la compagnie. On voit ça dans le KPI forecast. Mais on n'essaie pas de faire la forecasting des signaux macroéconomiques. OK, donc c'est ça. Évidemment, ça a un effet sur votre travail, mais ce n'est pas là-dessus que vous vous concentrez finalement. C'est un peu indirectement que la macroéconomie, finalement, a une influence sur votre analyse. OK. Là-dessus, j'étais curieux aussi de savoir si vous pouviez peut-être nous parler je vous entendais de mentionner les données alternatives. Ouais. Pourriez-vous peut-être nous expliquer un peu c'est quoi ces données-là, d'où ça provient? Est-ce que c'est pas les rapports de compagnie? Je suppose ce serait quoi en général les données alternatives? Bien sûr. Donc, ça fait presque 15 ans qu'il y a maintenant un nombre d'entreprises qui vendent les données alternatives. Les données alternatives, c'est tout ce qui n'est pas price and volume. Donc, on peut penser des données alternatives, c'est la géolocation, les données de carte de crédit, les données de satellite, les données d'email. Et donc, il y a des compagnies de software qui vendent ces données-là, mais on ne peut pas consommer tout ce qui est MNPI ou PII. Donc, on ne peut pas avoir des données sur un individuel. Tout est anonymisé et on les agrège ensemble pour créer des indices. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données? Si on a une compagnie qui a leur parking en externe, comme aux États-Unis, c'est Best Buy, par exemple, et on peut prendre des données de satellite pour compter combien de voitures il y a dans le parking de Best Buy. On peut faire ça pour n'importe quelle compagnie qui a des parkings en dehors. On peut faire ça ça avec les données satellites. On peut faire ça sur les wells de pétrole. Et donc, pour compter combien de pads il y a sur le site. On peut utiliser les données de carte de crédit pour savoir c'est quoi le revenu d'un restaurant aux États-Unis ou même au Canada. On peut utiliser les données de géolocation pour savoir combien de personnes marchent dans un magasin. Et donc, chaque donnée seule, ça nous donne un index ou un signal. Mais quand on les met ensemble, on peut commencer à avoir de l'insight qui est vraiment différencié. On peut savoir combien de personnes sont allées dans le magasin, combien de personnes ont acheté et c'est quoi le ticket size de l'achat. Et de mettre tout ça ensemble, ça c'est vraiment important et pour augmenter la mosaïque d'investissement pour nous. Donc, c'est quand même intéressant ça. Donc, vous avez
je ne sais pas si j'oserais dire plus d'informations que les sociétés ont sur elles-mêmes, mais presque, parce que je ne suis pas sûr que Best Buy doit regarder combien de gens sont dans leur stationnement ou tout ça. Donc, d'une certaine façon, je ne dirais pas que vous avez c'est quand même un avantage différencié, disons. Vous avez comme plus d'informations que ce que vous trouveriez dans un rapport annuel ou même plus d'informations que les analystes pourraient obtenir, même en discutant avec les dirigeants des sociétés. Il n'y a presque pas de secret finalement pour vous. Bien sûr, mais ces données-là, on les donne aux analystes aussi. Et ils les utilisent quand ils demandent des questions dans leurs réunions aussi. Et du côté, comparé avec les rapports annuels, c'est beaucoup plus granulaire que les rapports annuels parce que ça nous dit qu'est-ce qui se passe maintenant à chaque jour dans ces entreprises. C'est vraiment intéressant. Donc, vous êtes un peu en avance sur le rapport annuel. Si on veut, le rapport annuel vous parle du trimestre dernier, mais vous êtes déjà à en savoir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans ces magasins-là ou ces entreprises-là. C'est très intéressant. Et puis, justement, parlant des rapports annuels, est-ce que ça aussi, c'est de l'information que vous allez chercher et que vous analysez ou c'est plus les analystes fondamentaux qui s'occupent de ça? En fait, tous les deux. Tous les deux. Pour eux, ils utilisent pour former leur vue à propos du long terme sur l'entreprise. Pour nous, on l'utilise pour savoir tout ce qu'on a fait des forecasts, des KPI. Est-ce que c'est important? Est-ce que la compagnie parle à propos de ces KPI? Donc, tous les deux, on les utilise. Intéressant. On me signale que notre émission tire déjà à sa fin. Donc, peut-être pour vous poser une question pas moins sérieuse, mais qui démontre quand même l'ampleur des données que vous allez chercher et que vous analysez. L'autre jour, j'entendais dire que vous saviez, par exemple, quelle quantité de cappuccino glacé aux épices Tim Hortons vendait pendant l'automne, par exemple. Est-ce que c'est vrai que vos données sont aussi précises que ça? C'est vraiment aussi poussé? Oui, on peut certainement avoir ces indices-là. On peut utiliser les données de carte de crédit, les données d'email, toutes les données alternatives. Si quelqu'un a envie de savoir, des gestionnaires, ils ont besoin de ces indices, on peut certainement avoir ces forecasts pour eux. Intéressant. Donc, c'est vraiment, vraiment poussé. Merci. C'est tout le temps que nous avions aujourd'hui. Gilles Baradade, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci d'avoir écouté cette balado-diffusion Dialogue Fidélité. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à Dialogue Fidélité sur la plateforme de balado-diffusion de votre choix. Et si vous aimez ce que vous entendez, laissez un commentaire ou une note de 5 étoiles. Pour plus de renseignements sur les webmissions en direct à venir, veuillez consulter fidélité.ca. N'oubliez pas de suivre Fidélité Canada sur LinkedIn, YouTube et Instagram et de vous abonner au Dialogue Fidélité sur votre plateforme de balado-diffusion préférée. Nous conclurons la balado-diffusion d'aujourd'hui par une note légale. Les opinions exprimées dans cette balado-diffusion sont celles des participants. Elles ne reflètent pas nécessairement le point de vue de Fidélité Investissement Canada, SRI, ou de ses sociétés affiliées. Cette balado-diffusion est fournie à titre d'information seulement et ne doit pas être interprétée comme des conseils en placement ou des conseils d'ordre juridique ou fiscal. Elle ne constitue pas une offre d'achat ou de vente et Fidélité n'appuie, ne recommande ou ne parraine aucun des titres ou des entités mentionnées. Veuillez lire le prospectus d'un fonds avant d'investir. Les fonds ne sont pas garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Les placements dans les fonds sont assortis de frais, de dépenses et de commissions. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!